Bonjour à tous et bienvenue sur Franc Parler, l'émission dans laquelle les invités n'ont pas la langue dans leur poche. Je pense qu'avec vous, on va être servi. On a décidé d'organiser une petite série d'émissions sur le référendum 2005, puisque nous, cette année, c'est les 20 ans du référendum, hein, le 29 mai 2005, donc le 29 mai 2025, ce sera les 20 ans. Donc nous recevons aujourd'hui Pierre-Yves Rougeron, président du Cercle Aristote, pour en parler, mais nous avons également reçu Jacques Cotta pour parler du référendum 2005, et nous recevrons Pierre Lévy sur le même sujet. Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président du Cercle Aristote, comme je l'ai dit, vous êtes éditeur également. En 2005, vous aviez 20 ans, à peu près. J'avais 19 ans. 19 ans, donc vous avez pu voter, c'est le même. Bien sûr. Et vous n'avez pas revoté un référendum depuis, puisqu'il n'y en a pas eu d'autre. N'est-ce pas? Donc finalement, vous avez eu de la chance, d'une certaine manière. Vous avez vécu la campagne de 2005, Oui, bien vous sûr. étiez déjà engagé politiquement. Bien sûr. Donc vous l'avez vécu en plein cœur. Alors, Pour ce qui me concerne, pour des raisons d'opportunité, dans les rangs de Philippe de Villiers. D'accord. Donc dans le camp du non, mais ça ne Oui, surprendra personne. ça Ça ne surprendra personne. Le scoop. Closer. Bon, mais il faut se souvenir que, enfin, juste quelques éléments de contexte, et puis après je vous laisserai intervenir. En 2005, c'est presque l'apogée en fait de l'européisme, puisqu'on vient de passer 15 ans avec des traités, à Maastricht, Amsterdam, etc. Donc 2005, c'est l'apogée, ça doit être la consécration finalement. Et badaboum, on en reparlera, le référendum finit dans les choux. Donc pour rappel, le référendum de 2005 porte sur un traité établissant une constitution pour l'Europe. Et alors d'abord, dans ce contexte, qui en fait était à la manœuvre, qui voulait voir advenir, en France en tout cas au moins, ce traité, et quel était son objectif? Alors, l'échiquier est très très simple. Chirac, qui avait devant lui le choix des godillots et de faire voter tout de suite le Congrès, donc l'ensemble de la classe politique française, qui était à cette époque comme ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire des agents de puissance étrangère. Hein. Dès qu'on parle de l'Union européenne, il y a un problème de loyauté qui se pose chez les élus. Voilà, mais bon, si vous voulez, c'est malheureusement de rigueur dès qu'on dit le mot Europe, hein, de Pierre Laval à Raffarin. Je me place en 2005 exprès. Hein. On peut continuer la liste. Et donc Chirac se dit, je vais faire comme Mitterrand. Et heureusement que Jaco a fait ça. Il n'a pas du tout fait ça par patriotisme. Hein. Si vous voulez, c'est comme le discours de Villepin à l'ONU, tout ça c'est du flanc. Hein. C'est du chiracisme. Il pense que ça va passer. Il est sûr que ça va passer. Et il veut être un grand Européen, c'est-à-dire un grand non-français, ce qui était le but de Chirac, profondément. Hein, d'être en plus... Chirac était, vous vous rappelez peut-être, quand il y avait le Conseil européen, tous ses collègues lui tapaient dans le dos. Il y a eu un truc célèbre avec Schröder qui lui chantait Frère Jacques, ce qui était extraordinairement lugubre. Chirac aimait bien être le Français, le francaoui de service des élites mondialistes. Donc si vous voulez, rappelez-vous, ce truc, cette conversation où Kohl et Thatcher parlent l'un du traité de Westphalie, parce qu'il lui était resté là, et elle de la Magna Carta. Et Chirac dit, moi, ce que je préfère en Europe, c'est 1664, donc 1664 Cronenbourg. Vous voyez, Chirac, c'est ça, c'est cette laideur-là. Et le problème, c'est qu'il va se prendre les pieds dans le tapis. Pourquoi se prend-il les pieds dans le tapis? Parce qu'il ne comprend pas. Il pense qu'il va arriver à flouser les gens à cause de 2002. Il ne s'est pas rendu compte que l'opposition au BBB, Beauve, Borgne, Breton, Jean-Marie Le Pen, n'est pas du tout un blanc-seing pour sa trahison. C'est seulement que les gens
vivait la crise intérieure de l'âme française, mais avait été éduqué et même dressé dans l'anti-lepénisme depuis les années 80. C'est-à-dire... Depuis les législatives de 86, en fait. Même avant. Même avant. Mais c'est, voilà, qui veut noyer son chien l'accuse d'être lepéniste. Bon, point. Or, il se dit, j'ai un boulevard. Et je vais entrer dans la légende comme Mitterrand. N'oubliez pas, Jean-François Probst, qui était l'un de ses conseillers, avait bien défini ce mot chez Chirac, qui était sa seule pensée politique profonde, ce qu'il appelait le niquisme. Je vous ai tous niqués. Qui est la première phrase de Chirac président 1995 et la première phrase de Chirac président 2002, authentifiée. D'accord. Quand le président du Conseil constitutionnel vient, comme c'est la coutume, lui annoncer les résultats. Et donc il se dit, je vais les niquer. C'est la pensée profonde de Chirac. Manque de bol. Chirac ne se rend pas compte. Alors, il ne se rend pas compte de deux choses. Évidemment, il va avoir tous les partis centraux, tous les traîtres, répondent au mot Europe. Mais ça, c'est toute l'histoire de France qui fait aboyer les traîtres dès qu'il y a le mot Europe. Ça, c'est pas grave. Chirac ne voit pas deux choses. Et pourtant, il aurait pu. Il ne voit pas l'étendue du malaise social et populaire qui s'était déjà cristallisé en 2002 par le maintien à un étiage haut de Jean-Marie Le Pen. Et rappelez-vous, après, il y a eu les émeutes. Mais Chirac, évidemment, brasse à 5000, comme d'habitude. Il n'analyse pas. Et il n'analyse pas que cette population qui voit la France se défaire, entre autres à cause de lui, certes a voté contre Jean-Marie Le Pen, mais votera également contre lui. Il ne le voit pas. En plus, il pense qu'il peut embrigader le peuple de gauche qui va lui revenir dans la gueule. Bon. Deuxième chose qu'il ne voit pas, là par contre, je serai moins dur avec lui, même si le personnage, vous l'avez compris, je n'en porte pas le deuil, bien au contraire. Mais il ne le voit pas, mais la classe politique ne le voit pas. Il ne voit pas la révolution médiologique. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le premier impact d'Internet politiquement, qui est qu'avant, quand vous écriviez des saloperies sur la France dans le Monde, ce qui s'appelle être journaliste au Monde, hein, eh bien, vous écriviez et les gens étaient obligés d'avaler. Maintenant, les gens peuvent en commentaire vous dire ce qu'ils pensent de vous. Et comme souvent les gens sont... Parce que le QI moyen, c'est un peu tassé en France, mais fait qu'une part non négligeable de la population est plus intelligente qu'un journaliste de base, souvent les commentaires étaient déjà plus intelligents que les articles. Et ça, en 2005, ça va beaucoup jouer. Parce que les Français, à qui on a volé une présidentielle, parce qu'on leur a volé, se jettent sur ce traité comme la vérole sur le bas clergé breton, et pire, ils le lisent. Vous avez des gens qui commencent comme ça, le plus célèbre étant certainement Étienne Chouard. Et là, d'un seul coup, ces gens, parce qu'il y a Internet, vont se jeter sur la doctrine souverainiste qui a été invisibilisée des années 80 à nos jours, mais qui était prête, qui formait déjà des gens, qui m'a formé moi. Des gens comme Abitbol. Des gens comme William Abitbol, des gens comme Paul-Marie Couteau, ceux à qui on a volé Maastricht. Parce que Maastricht n'est passé, je vous le rappelle, à ras, que parce que François Mitterrand a mis sa prostate dans la balance, et que de l'autre côté, je vous rappelle que le temps d'écart de parole à Maastricht, il a été calculé, c'est très simple, il est de 100%. C'est-à-dire que le camp du oui a eu 2 fois plus de temps de parole que le camp du non, ce qui aurait pu et dû, dans un système normal, invalider l'élection. Là, ils sont tenus à la règle d'Iségori. Et encore, ils ne vont pas la respecter. Parce qu'ils ne vont pas décompter, ce qui serait normal, le temps des éditorialistes, qui était à 90% pour le oui. Mais comme Internet a permis aux Français de dire à la classe journalistique ces 4 vérités en termes de dégénérescence, cet écart de parole qu'ils pensent
leur être profitable, va leur revenir dans les dents. Vous voyez, on est un peu comme dans l'élection de Trump la première fois, c'est-à-dire, c'est des gens qui se prennent le tapis, qui essayent de se rattraper à la tringle à rideau, et qui terminent dans la baignoire, manque de bol, ils allument l'eau. Vous voyez, c'est un sketch anglais, vous voyez, avec le majordome qui se prend le râteau. Il pleure sur le plateau de Quotidien. Non mais voilà, ils se prennent le tapis et ils n'arrivent pas, si vous voulez, comme disait un célèbre humoriste, quand on sait étaler, on peut toujours se ramasser. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils font pendant la campagne. D'un seul coup, le oui débute à 60%, tout va bien. Et d'un seul coup, manque de bol, les Français... Parce que le but de Chirac, rappelez-vous que le référendum qui était avant, et c'est aussi pour ça que Chirac choisit le référendum, c'était un référendum technique. Sur le quinquennat. C'était sur le quinquennat. Bon. Participation quasi nulle, lettre à la poste. Il se dit, ça va être la même chose. Et on va faire voter les vieux, vu qu'eux, dès qu'ils entendent Europe, ils n'en peuvent plus. Et on va pouvoir jeter ce que Marc-Édouard Nab a appelé le pays pourri, à la poubelle. Et là-dessus, Chirac ne fait que représenter tous les siens. C'est l'avis, à l'époque, de tous les tenants du oui. Martine Aubry, tous ces gens-là. Mais pourtant, il y a bien des... Enfin, ce qui caractérise quand même 2005, c'est qu'il y a des têtes, alors, qui depuis sont tristement célèbres, pour certaines, qui sortent du lot. Il y a un camp du non qui se structure à gauche comme à droite, avec Pasqua, avec Vigée, mais justement, même avec Fabius. Mais c'est ça qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu que, parce que l'élection présidentielle avait été piquée en 2002, il n'y avait pas eu de vrai débat, que le bloc central, qui avait fait une mue totalement européiste grâce à Maastricht, avait mis à ses marges des gens qui attendaient leur heure. Arnaud Montebourg, Henri Emmanuelli, prenons-en un autre. Fabius, vous le nommez à dessein. Je vous rappelle que Fabius n'a pas toujours été l'homme de 83. Tous ceux qui l'ont côtoyé savent très bien que Laurent Fabius était un interventionniste étatique beaucoup plus proche dans sa jeunesse de Chevènement que ce qu'on a bien voulu dire. Et surtout, Fabius est mis en minorité. Il est à la marge. Et donc, vous avez toute cette gauche anciennement alternative, ce qu'on appelait le nouveau Parti socialiste à une époque, va se dire, il y a moyen de réémerger, parce que sinon, on va vivre dans la traînée de 2002 jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Structuration à droite. C'est l'ultime revanche du RPR contre Chirac. C'est-à-dire, les gaullistes se disent, il faut se faire le traître, à tout prix. Donc, Pasqua, même s'il est anti-gaulliste de base, Villiers va jouer un rôle cardinal dans cette campagne, parce que c'était un des mousquetaires de Maastricht, personne ne peut lui enlever ça, parce que Villiers a toujours vu ce que l'Union européenne allait donner. En plus, il a une vraie expérience européenne. Lui, il a siégé. Donc, il sait très bien ce que c'est. Et en plus, coup de bol. Là encore, mauvais signal. Le camp central se dit, le Front National est amorphe en 2005. Amorphe pour deux raisons. Jean-Marie Le Pen a été propulsé en 2002, il était le premier surpris. Je pense que tout le monde se rappelle son visage au moment du passage au second tour. Il est lui-même très surpris. Il sait que son parti ne peut pas, parce que son parti ne s'est jamais remis de la scission maigretiste. Scission qui porte en plus sur les affaires européennes. Très largement. Maigret et les siens étant des européistes d'extrême droite lourds. Jean-Marie Le Pen ne va pas vouloir d'ailleurs se mêler de 2005. Et d'un côté, ça va être notre chance. Et pourquoi ne s'en mêle-t-il pas? Parce qu'il y a encore au Front National, pardonnez-moi, des gens qui sont des européistes d'extrême droite.
Ils formeront d'autres petits partis au fur et à mesure où ils claqueront la porte. Leur mise au rencard et toute l'histoire de la prise de pouvoir par Marine Le Pen. Et moi, je l'ai fait, cette campagne. On ne les voyait pas, les hommes du front. Résultat, comme il n'y avait pas le Hochet le péniste, nous avons pu faire une campagne centrée sur des gens que leurs compétences et leur histoire rendaient très difficile à diaboliser dans leur forme de patriotisme. Ça aussi, Chirac ne le voit pas. Il ne le voit absolument pas. Ils étaient dans la mondialisation heureuse. Ils avaient gagné. Les peuples étaient des grenouilles en train de crever dans les casseroles. Tout va bien. Et là, boum. Ils n'ont pas vu qu'en mettant de côté les hommes qui gênaient, ces hommes, à un moment, allaient prendre une initiative. L'initiative, ça va être 2005. Et ça, d'un côté, le grand gouvernement central ne pouvait que s'en vouloir à lui-même. C'est lui qui avait pris cette opportunité-là. Manque de bol. Et surtout, les Français, comme souvent, ont été la voix des peuples sur le continent. Parce que je vous rappelle que 3 jours après, ils se prennent les Hollandais. Oui. Ce qui était pourri au royaume du Danemark apparaît aux yeux de tous. Or, le but de la Constitution, c'était quoi? Le traité d'Amsterdam, qui était juste avant... Parce que je voulais y venir justement, parce que si on rentre dans le texte, donc on a parlé du contexte des hommes qui ont fait la campagne d'un camp ou de l'autre, si on rentre dans le texte, qu'est-ce qui, dans ce texte, était dangereux pour la France? Alors, premièrement, déjà, si vous l'appelez Constitution, et en réalité, rien que le mot Constitution, vous disiez où ça allait aller. Il n'y a pas de constituant, d'accord? Si l'Union européenne devient une personne morale et devient un État, la France n'existe plus. Point. C'était le but. Et d'ailleurs, l'Union européenne va hériter de la personnalité morale à travers Lisbonne, ce qui était l'essentiel du traité. On reviendra sur Lisbonne, bien sûr. Or, le problème, c'est rien que ça. Maintenir, au-delà de tous les aspects techniques du traité qui amplifient toutes les saloperies depuis Maastricht, le principe même de la délégation de souveraineté suspend le fait démocratique. C'est comme ça. Comme disait très bien Jacques Sapir, je suis démocrate, donc souverainiste. Point. Il ne faut jamais négocier à partir de ça. Jamais. Tout simplement parce que le fonctionnalisme européen est une gangrène, mais au sens physique du terme. C'est-à-dire que le doigt, le poignet, l'avant-bras, le bras. Point. Il est fait pour ça. Jean Monnet d'ailleurs ne s'en cache pas. Les eurocrates, à travers ce qu'ils appellent la théorie de l'engrenage, ce que Monnet appelait la technique des petits pas, ne l'a jamais caché. Prenons un exemple pour être tout à fait concret. Je vous ai pris la monnaie, très bien. Je vais vous prendre le budget. Logique. Je vous ai pris les frontières. Je vous ai pris les frontières, la monnaie, le budget. Il ne me reste qu'à vous prendre les systèmes fiscaux. Si je vous prends les systèmes fiscaux, je vous prends les systèmes sociaux. Si je vous prends les systèmes fiscaux, les systèmes sociaux, je vous prendrai les systèmes régaliens. Qu'est-ce qui vous reste? Comme Valéry Giscard d'Estaing, dont la seule forme d'intelligence était la perversité, l'avait un jour très bien dit. Il l'avait dit à Jacques Chirac, Premier ministre. Grâce à l'Europe, nous ne vous avons laissé que le pouvoir de nomination des préfets. Point. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je m'attendais à entendre son nom plus tôt. Vous n'avez absolument pas abordé Valéry Giscard d'Estaing, qui était pourtant, qui se présentait comme le porte-drapeau du oui. Valéry Giscard d'Estaing voulait que ce soit l'apothéose d'une carrière politique. Donc pour moi, cette volonté de constitution venait avant tout de l'Allemagne, soutenue du bout des lèvres par le parti, par les Américains, pour qui l'Europe n'est rien de plus que que le fait d'entraver 2 ou 3 pays, la France et l'Angleterre principalement, et de pouvoir avoir un marché sans frontières pour pouvoir, eux, pouvoir le piloter
Ce qui est assez facile à voir, par exemple, dans le domaine bancaire. Hein, la grande révolution de l'euro, ça a été l'américanisation des systèmes bancaires européens, avant toute chose. Or, Valéry Giscard d'Estaing, là-dedans, n'est que ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire, et ce que malheureusement les destins sont de famille, c'est-à-dire des serviteurs de puissances étrangères. C'est pour ça que, si vous voulez, je ne voulais pas donner trop d'honneur à quelqu'un qui, pour moi, dans cette affaire, est un figurant. Un figurant bavard, un figurant fier de lui, mais un figurant quand même. Oui, parce qu'il avait été présenté comme le drapeau avec Simone Veil, d'ailleurs. Oui, était sorti de sa, bien sûr, bien sûr. Et puis, retraite. il avait d'ailleurs, ce qui est vraiment le retour de l'écrivain raté qu'il n'a jamais cessé d'être, il avait vanté le caractère littéraire du traité. Alors, il est vrai que le traité, pour l'avoir lu, qui est absolument imbitable, était littéraire si on le lit juste après avoir lu le passage, qui est le roman de Valéry Giscard d'Estaing. C'est sûr que, là, pour le coup, oui, même un arrêt de la Cour de justice devient... Enfin, d'ailleurs, l'annuaire du téléphone devient littéraire à ce jeu-là. Donc, bon... Mais vous voyez, il y a même... Les prétentions du personnage étaient sans limite. Quant à la pauvre Simone Veil, malheureusement, qui a détourné le martyr de la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir maquiller son européisme, c'est une certaine honte d'ailleurs, que d'ailleurs elle assuma à la fin de sa vie. Je vous rappelle que les ultimes engagements de Simone Veil sont tus par l'oligarchie, entre autres sa participation à la Manif pour tous, par exemple. Ça a été totalement gommé. Donc, comme quoi, à l'approche du froid éternel, on se pose des questions sur ce qu'on a fait. Alors ça, c'était pour le contexte, le contexte de la campagne. Et juste avant et pendant le référendum, et donc arrive le moment fatidique et le non l'emporte, à la surprise de tous les partisans du oui qui étaient persuadés, mais vous l'avez rappelé, que la victoire était certaine. Et d'ailleurs, on en parle encore comme d'un traumatisme pour les élites Dans l'élite française. française, ce traumatisme est présent. Mais encore aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, parce que comprenez bien ce qui se passe dans leur tête. Moi, le soir même, alors évidemment, on fait la fête avec les copains, le problème n'est pas là. Mais je me dis, ils vont répliquer, car maintenant la plaie est ouverte. Et en réalité, c'est l'histoire des 20 années qui vont suivre. Comprenez bien ce qui se passe dans leur tête. Les gens, qui pour eux sont une masse informe, de la pâte humaine, eh bien, la pâte humaine s'est rebellée. Comme disait Philippe de Villiers à l'époque, le mouton en eut marre de se faire tondre. Et ça, c'était impensable. C'était impensable. En plus, ils pensaient avoir tous les signes avant-coureurs. On est tous unis, on a tous les journalistes, on a tout. On a les sondages. En plus, on a une grande chance, c'est qu'on peut, n'oubliez pas le caractère obsédant du discours sécuritaire à l'époque, on est dans la montée au pinacle lente de Nicolas Sarkozy. En plus, voilà, on va horizontaliser les luttes, on est déjà en plein dedans. Si les Français bougent une oreille, on agite les banlieues, l'islamisme, etc. C'est-à-dire pour le pouvoir, le fait de dire, vous voyez ces gens que nous avons fait venir, nous vous protégerons contre eux. Bougez pas une oreille, citoyens. Bon. Ils tenaient tout. Puis là, bam. Et pas à moins de 200 000 voix comme Maastricht. Là, ils se prennent 55% de non, 65% de participation. Tu vois, c'est un crachat franc et massif. Tu reviens pas après ça. Et là, ils se disent, bon, les Français vont pas se laisser faire. La fin de la France, qui nous intéresse pour différentes raisons, ça passera pas. Ça passera pas comme on l'avait prévu. Le cercle de la raison est pulvérisé. En plus, ils peuvent s'opposer maintenant à notre parole. Parce que là, ils se rendent compte qu'Internet, ils n'y bitent rien.
ils n'y comprennent rien. Ils se disent, ça ne fait que commencer, ce en quoi ils ont raison. Parce que les braves gens qui leur ont mis le nom dans la figure, après s'être réapproprié un instrument démocratique, vont relire les 40 ans qui viennent de s'écouler. Et là, pour le coup, tous les micros, les petits secrets et les petits arrangements de l'élite française vont se retrouver, pour une partie d'entre eux du moins, éventés. Donc là, ils vont se dire, il va falloir qu'on accélère. Il va falloir qu'on soit plus violent. Et donc, vous allez avoir un changement sociologique puis anthropologique dans l'élite française. C'est que les affairistes, représentés ô combien par Jacques Chirac, vont laisser la place aux petits mecs violents et nerveux, Sarkozy, Valls, Darmanin. Valls, c'était dans le camp du non, d'ailleurs. Valls était dans le camp du non parce que Valls peut tout être. Maire de Comme Barcelone. il naît, voilà, il peut représentant syndical chez les Inuits, il peut tout être. Mais le problème, c'est que petit mec nerveux et violent, et en réalité, vous allez avoir ce changement de génération qui va être accéléré par 2005. C'est-à-dire que là, le système va se tourner vers des personnalités plus violentes, vers des personnalités au passé plus troubles. Je vais vous donner un exemple simple d'un homme qui va aider à la déconstruction du nom et du patriotisme français, qui est Patrick Buisson. Patrick Buisson n'aurait jamais pu entrer dans un lieu de pouvoir sous Jacques Chirac. Son passé d'extrême droite violente et virulente lui aurait été toujours reproché. Sous Sarkozy, ça passe. Tout simplement parce que là, on se dit, il faut qu'on fasse des actes définitifs. Ça aurait dû être Strauss-Kahn ensuite. Les capacités du personnage à se prendre les pieds dans autre chose que le tapis en ont décidé autrement. Mais, et ça arrive à Emmanuel Macron, c'est-à-dire les affairistes s'en vont, la génération Chirac s'en va, les Jérôme Monod, etc., c'est-à-dire des gens qui tiraient leur vie de la fin de la France, mais qui étaient avant tout des mafieux de second ordre. On va laisser la place aux violents et ensuite aux déviants, d'où Emmanuel Macron, qui n'aurait certainement pas pu faire carrière entre Chirac et Mitterrand, pour une raison qui est simple, c'est qu'on lui aurait dit « toi, réformer P4 ». Évident. Or, le problème, c'est que comprenez bien la sociologie de l'élite française, elle change à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle se dit, ils nous résistent. Et le pire, c'est que les Français ne font qu'émettre une volonté d'attachement, de maintien de leurs conditions de vie et de leur cohésion de peuple. Et les Français se font, comme souvent dans l'histoire, les porte-parole d'un mouvement global. Ce n'est pas pour rien que c'est après 2005 que vous allez avoir les émergences des thèmes des somewhere et des anywhere, des hommes des arbres, des hommes des bateaux, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les faire. C'est après 2005, tout ça. Et c'est normal. C'est là où l'élite, elle, va se raidir. Elle va se raidir parce que n'oubliez pas que les somewhere et les anywhere, quand on veut refaire un peuple, quand on veut retisser un peuple, c'est un travail de tissage, profondément. Hein, l'élite, elle, va aller sur les dieux et les inutiles. Vous voyez? Mais c'est le même mouvement. Hein. Regardez-le bien. C'est le même mouvement, vu des deux côtés de la pièce. Or, ça, la brisure, c'est 2005. Très clairement. La seule chose, c'est que la France n'est pas équipée. On n'a pas de violents, on n'a pas encore de dingues. Les violents, on va les trouver, ils vont s'apparaître décevants. Pourquoi? Parce que sous le vernis de la violence de petits mecs énervés, vous avez des pleutres et des sous-racailles. Le problème, c'est que c'est qu'un vernis. Un vernis d'un petit affairiste baladurien. C'est pour ça que le système va vouloir des gens de plus en plus violents et de plus en plus déviants. Et c'est la trame qui nous emmènera vers Emmanuel Macron. C'est ça, c'est ce traumatisme-là. C'est-à-dire qu'il ne faut plus jamais rien leur demander aux Français. Il faut, à tout prix, les court-circuiter. Il faut les court-circuiter politiquement. Et donc,
comme tu es dans le système de la Ve République, il y a 2 trucs à court-circuiter. Le référendum, ça c'est facile. Il suffit de pas en faire. Il suffit de pas en faire. Et l'élection du président au suffrage universel. Et c'est là, à partir de 2005, que l'élite française s'interroge réellement sur 2002. C'est-à-dire, on l'a échappé belle, mais finalement, comme disait très bien Lionel Jospin, l'antifascisme c'est du théâtre. Mais on l'a échappé belle par rapport à 2005, pas par rapport à 2002. Mais l'avantage de 2002, dis-moi, ce serait-il pas que n'importe qui peut être élu face à un ou une Le Pen? Ils ne l'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris que le coup était reproductible. Ils ne l'avaient pas compris. C'est à partir de 2005 qu'ils se disent, on ne peut pas... Tu as dans les élites françaises un vieux rêve de tuer la Ve République. Parce qu'elle leur en demande trop. Mais le problème, c'est que tu aurais si la Ve République était la Ve République originelle, elle serait déjà morte. Mais il y a eu la réforme de 62. Et en faisant ça, De Gaulle a donné l'obligation de la légitimité au président de la République. Et donc, comme ces gens ne veulent pas de la légitimité, il faut remplacer la légitimité par autre chose. La légitimité est une reconnaissance. Il faut les mettre dans l'obligation de te donner le pouvoir, même si tu es illégitime. Il n'y a qu'un seul moyen de faire ça, la peur. Or, le problème, c'est que tu ne peux pas décréter un état d'exception tout le temps. On ne va pas faire des émeutes de banlieue exprès pour ça. Les Russes, c'était pas encore dans les tuyaux. Eh bien, qu'est-ce que tu as à la maison? Alors certes, c'est un état d'urgence maigrelet pour libraire du 15e, ancien étudiant en sociaux à Jussieu. Mais ça fonctionne vachement bien, l'antifascisme abrutissant. Bon, cela dit, en 2007, le danger fasciste, c'était Ségolène Royal. Donc... Mais justement, grâce à quoi? Grâce au fait que Nicolas Sarkozy vampirise l'électorat de Jean-Marie Le Pen en détruisant les barrières du chiracisme. Je t'avais dit qu'après 2005, l'élite française change. C'est-à-dire que là, mais ce coup-là, il n'était faisable qu'à cause de Jean-Marie Le Pen par son âge avancé. Ensuite, il fallait mettre les gens dans l'obligation de voter pour un candidat du système. Tout simplement parce qu'on n'allait pas servir la France. Ça, c'était acté. Donc la montée de Marine Le Pen, elle était certaine. Certaine. Vu que la montée d'une forme populiste quelconque, mais qui, pour des raisons historiques, devait échoir dans les mains du Front National, de l'après Jean-Marie Le Pen. Donc il le savait très bien. D'ailleurs, le coup du siphonnage buissonnien n'a été capable, le système n'a été capable de le faire qu'une fois. Je te rappelle que Sarkozy échoue à le faire à la fin de sa campagne de 2012, et pourtant en face, il a Flamby. Il a Guimauve le Conquérant. Si tu veux, tu vois, il est rond comme Cornwallis à Yorktown, mis à part que Cornwallis est un vrai militaire. Tu vois, comme menace, Hollande, Sarkozy n'arrive même pas à faire du sous-buisson une deuxième fois face à l'archéo-gauche attardé. Même ça, il n'y arrive plus. Tout simplement parce que cette stratégie-là, c'est une stratégie à un coup. Il va falloir en créer une autre. Et ça va être de recréer dès 2002. Et Lisbonne, c'était... de ce point de vue-là, Lisbonne, c'est la première violence et c'est la première étape, en fait, si je suis votre raisonnement. Tout à fait. Et, parce qu'on a parlé de mini-traités, de traités simplifiés, mais André Bonnet a définitivement acté cette question d'un point de vue juridique, c'est le même texte. Point. Sans les fioritures. C'est le même texte. Il y a, comme disait très bien Anne-Marie Le Pourrier, il y a un problème de fraude à la Constitution parce qu'il y a une substitution
du délégataire au délégant. Vous ne pouvez pas, vu que c'est le même texte, vous ne pouvez pas annuler par le vote du Congrès une expression directe du souverain. C'est un problème de fraude à la Constitution, c'est sérieux, hein. C'est très sérieux. Je veux dire, en 1944, on en a flingué pour moins que ça, hein. Soyons très honnêtes. Or, d'ailleurs, il n'est même pas dit que les parlementaires qui ont participé à cette forfaiture n'aient pas à le payer progressivement. Parce que vous ne pouvez pas... Faisons une analogie de droit privé. Énormément de professions de droit peuvent jouer le rôle de délégataires. Nous sommes d'accord. Les avocats, les notaires. Imaginez un délégataire qui usurpe la signature de son délégant. Qu'est-ce qui lui arrive? Nous sommes avec des professions à ordre, il est donc radié. Il peut être ensuite jugé pénalement. Là, vous avez exactement le même problème. Vu que c'est le même texte, André Bonnet, ancien magistrat, avocat, mais surtout ancien magistrat, a fait un travail remarquable là-dessus. Énormément de grands juristes se sont penchés là-dessus. Je pense à quelqu'un auquel on n'a pas suffisamment rendu hommage dans nos rangs, qui est Anicet Le Port. D'accord? Donc, si vous voulez, Lisbonne, comme vous l'avez très bien dit, c'est une violence institutionnelle. Là, pour le coup, l'élite française ne va plus uniquement réécrire notre Constitution. Je dis ça pour les LFistes mal comprenants, trop obnubilés par des affaires de rembourrage du tapis de prière. C'est que la Constitution de la Ve République, qu'ils détestent tant, n'existe plus. Elle a été réécrite pour les 2/3 des articles. Là, maintenant, on ne va plus se contenter de les réécrire. On va les violer. Par le même Nicolas Sarkozy, d'ailleurs. Par Lisbonne et la réforme, c'est le mais même. bien sûr. Mais ensuite, vous savez, les violations de la Constitution, c'est comme d'autres étapes de la vie, c'est la première qui fait mal. Ensuite, ça passe. Or, aujourd'hui, Emmanuel Macron se permet d'engager nos hommes dans des opérations militaires. Il devrait en référer à l'Assemblée nationale. C'est des engagements par 6 mois. Violation de la Constitution, pas un mot, tout le monde s'en fout. Pourquoi? Parce que vous avez le précédent de Lisbonne. C'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout faire. À une condition, c'est que vous ayez les hommes pour tout faire. Vous voyez, changement institutionnel, changement sociologique, et à la fin, changement anthropologique. C'est ça le legs maudit, non pas du référendum, mais de Lisbonne. Vous voyez, cette trahison-là maudit le nom de Nicolas Sarkozy pour plusieurs générations. Bien évidemment, Nicolas Sarkozy n'imaginait pas que ça irait si loin. Il pensait que les Français seraient cocus et contents. Ce faisant, il a fait une brèche de sang entre la classe dominante, qui n'est plus une élite depuis longtemps, et la population. Que de grandes choses pour un si petit bonhomme. Finalement, c'est peut-être le seul grand legs du nain magyar. Et face à lui, c'est une dernière question sur ce point, mais sur les conséquences immédiates de 2005, mais le camp du non, qui a porté la campagne, tout à fait, disparaît. Enfin, très vite, disparaît après le référendum. Tout à fait. Et en 2007, pour Lisbonne, on ne les retrouve pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de construction autour de cette victoire. Tout à fait. Pourquoi? Alors, pour 2 raisons, à mon sens. Une de chaque côté. La vengeance de la droite, ou d'ailleurs des tas de gens qui aujourd'hui donnent des leçons de patriotisme, ont participé à cette trahison. Garot, Mariani, tous ces types-là.
la vengeance de la droite contre la personne de Philippe de Villiers va être d'une particulière cruauté. Je vous rappelle que c'est à cette époque-là qu'on s'attaque à ses fils, etc., etc. Il tombe malade, etc. C'est à cette époque-là qu'un homme, par exemple, le poignarde dans le dos quand il tombe malade. Cet homme s'appelle Bruno Retailleau. Je dis ça juste. Un aparté. Pur hasard. D'où cela m'est venu. Ça a été des années, je pense, assez difficiles pour Philippe de Villiers, je le pense. Moi, je n'ai jamais travaillé avec lui. Moi, j'ai travaillé avec Paul-Marie Couteau et Nicolas Dupont-Aignan. Je n'ai jamais travaillé directement avec le vicomte. Donc, je travaillais avec des villiéristes. Donc, je ne pourrais pas le certifier, je ne pourrais pas le faire parler. Mais la droite s'est beaucoup vengée sur lui. Quelqu'un comme Nicolas Dupont-Aignan n'avait pas encore la stature que Philippe de Villiers avait à l'époque. Philippe de Villiers aurait été, pour les nationaux les nationaux côté droit, un chef tout à fait légitime. Mais il y avait un problème. C'est que l'absence d'accès aux médias, l'absence d'accès à l'argent, faisait qu'une stratégie de récupération de l'héritage de Jean-Marie Le Pen, qui était absolument nécessaire, parce qu'il fallait récupérer les deux électorats de Jean-Marie Le Pen. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, n'arrivera qu'à en avoir un seul. Il aura des gens qui ont de vrais problèmes sociaux. Hein. On m'a accusé un jour, de manière totalement infondée, de le mésestimer, mais il y a de vrais problèmes sociaux dans l'électorat sudiste du Front National. Hein. Nul ne le nie. La seule chose, c'est que une partie de ces problèmes sociaux débouche dans le problème migratoire. C'est moins le cas de l'électorat social du Rassemblement national qui, historiquement, et surtout à cette époque-là, est au nord. On est bien avant l'avancée du vote Front National dans les terres de l'Ouest. D'accord ? On est bien avant. Donc, le problème, c'est que c'est cet électorat sudiste que Nicolas Sarkozy va majoritairement avoir parce qu'il ne sait pas parler au prolo. Déjà, le français, pour lui, c'est une langue étrangère plus ou moins bien apprise. Mais alors, le français, parler au prolo, non, c'est beaucoup trop lui demander. Et ça, de toute façon, Buisson ne sait pas faire. Parce que le mage noir ne savait que dérouter un certain type de rat, pour parler, vous savez, comme le joueur de flûte d'Hamelin. Mais les rats du Nord, il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à les hypnotiser. Donc, si vous voulez, c'est eux qui ont fait le maintien du Front National. Or, le problème, c'est que Philippe de Villiers, lui, il est coincé par ça. Parce que lui, il n'a pas les moyens pour parler à cet électorat sudiste, et l'électorat patriote populaire est mordicus derrière Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, c'est lui qui va sauver le Front National en 2007. C'est lui. Ça, c'est côté droit. Côté gauche, je pense que Laurent Fabius prend peur. Parce que, justement, la vengeance du Parti socialiste, qui, je vous rappelle, est un parti féodal, est un parti féodal, sauf sur la question européenne. Sur la question européenne, parce que, tout simplement, c'est la question la plus importante, parce que d'elle découlent toutes les autres. En Union européenne, vous êtes immigrationniste, parce que l'Union européenne est immigrationniste. Point. En Union européenne, vous êtes antisocial, parce que l'Union européenne est par nature antisociale. Point. Donc, le PS qui accepte, comme tout parti féodal, la pluralité de courants, ne l'accepte pas quand le delta entre ces courants est trop important. Qu'est-ce qui fait l'importance du delta ? La question de 2005. Donc, Emmanueli brisé, Fabius prend peur, Montebourg est le premier d'ailleurs à se carapater, parce qu'à l'époque, il n'a pas les moyens d'encaisser. Donc... Et Chevènement ? Vous allez m'obliger à incarner... Vous Non, pas du tout. Vous allez m'obliger à incarner le méchant que tant de gens pensent que je suis. Mais Jean-Pierre Chevènement, qui théoriquement devrait voir tout ce qu'il a annoncé
se réaliser. Vous savez pourquoi il nous a trahis? Pour avoir un secrétariat, pour être appelé Monsieur le ministre, ce qui est un privilège des anciens ministres. On vous appelle ministre à vie. Quand on sait que ministériaux, c'est serviteur, tu vois, voilà, c'est comme si vous appeliez un maître d'hôtel, mais pourquoi pas, Monsieur le ministre, et avoir une voiture de fonction. Voilà. Chevènement a peur, lui, des réactions de la gauche mondialiste contre lui. Ils ne peuvent pas le toucher. Il a encore une part de carrière locale, à cette époque-là, si mes souvenirs sont bons, à Belfort. Mais sans ça, ils ne peuvent pas le toucher. La Fondation Res Publica, d'ailleurs, elle va péricliter, mais elle existe encore. Il aurait pu joindre les deux rives. Mais il ne l'a pas voulu. Et vous savez pourquoi? Parce que Jean-Pierre Chevènement, malgré... Comment dire? Un de mes amis lui en a parlé un jour. Et vous savez ce qu'il a dit? Les Français avaient qu'à m'élire en 2002. Vous savez, Chevènement est prisonnier de la gauche. C'est-à-dire exactement comme Mélenchon le saura 20 ans plus tard. Quand Ortega y Gasset dit que la gauche et la droite sont des hémiplégies intellectuelles et morales, il a raison. Mais prenons bien les termes, hémiplégie intellectuelle et morale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de penser différemment, mais vous n'êtes pas capable non plus de vous verticaliser. Vous n'avez pas ce qu'il faut en termes de vertu. Eh bien, quand des idées politiques ou des tendances, ou plutôt ce qu'on pourrait appeler intellectuellement des penchants, ce que sont la gauche et la droite, beaucoup plus que des idées, ce sont des penchants, vous tiennent lieu d'identité, eh bien en réalité vous êtes un hémiplégique intellectuel et moral, c'est-à-dire que vous avez un défaut d'imagination et de courage, comme disait Kant, la paresse et la lâcheté. Eh bien quand vous avez les deux, aussi brillant que vous soyez, ce qui est le cas de Jean-Pierre Chevènement, qui est un immense intellectuel. Hein. Tout le monde n'est pas élève direct de Jacques Berck. Hein. Eh bien, malheureusement, toute cette connaissance, quand on n'a pas le courage de s'en servir, ne vaut rien. Voilà ce qu'il y avait à dire de Jean-Pierre Chevènement, à mon sens. Nous voilà donc maintenant 20 ans après. Donc ça fait 2 décennies que nous n'avons pas eu de référendum. Alors, Emmanuel Macron et François Bayrou ont été chacun de leur côté titillés sous des formes ou d'autres. On parle de consultation, on parle... Oui. En réalité, bon, on verra ce qu'il en est, mais ce sera toujours sur des questions secondaires ou mineures. Bon, oui, si vous voulez, on va faire un référendum sur... un référendum, est-ce que vous voulez économiser 2 bouts de chandelle ou 3 bouts de chandelle? Enfin, voilà, c'est le référendum. Mieux vaut qu'il n'y en ait pas plutôt qu'il y ait ce que voudrait M. Bayrou, qui a d'ailleurs toujours détesté les référendums. Donc, si vous voulez, il est l'homme idoine pour en faire, tu parles. Bon, en tout cas, c'est pas de ce côté-là qu'il faut attendre un héritage quelconque. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon 20 ans après de 2005, des suites qui ont eu lieu donc, dans les années qui ont suivi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste en fait de 2005? Déjà, il reste... Outre le souvenir de la victoire... Non. Il reste des choses très matérielles. Il reste ce que Jérôme Sainte-Marie appelle dans ses écrits le bloc populaire. C'est pas rien. Si vous voulez, c'est qu'il reste le fait et d'ailleurs c'est pour ça que chaque année, le pouvoir fait faire des sondages « voteriez-vous différemment ?» et ils se prennent toujours le non. La seule différence, c'est qu'ils ne se prennent plus à 55%, là ils se le prennent à 60%, si on refaisait le match. Donc, vous savez pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, ça a fait évoluer l'élite française. Mais le vrai legs, le legs sain
qui n'est pas le legs de Lisbonne, qui est le legs du référendum lui-même et de la campagne qui l'a précédé. Ça a été une véritable mobilisation, c'est-à-dire que c'était la première fois depuis Maastricht, 13 ans avant, que les Français se remobilisaient politiquement, que les Français se repolitisaient au sens que la science politique donne à ce terme. L'étape d'après 2005, ce sera les Gilets jaunes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les Français ont commencé à se réapproprier leur pays. Et aujourd'hui, c'est pour ça que l'élite française a tellement de mal à nous écraser. C'est grâce à 2005. Pourquoi? Parce que 2005 fait débuter ce que Lénine appelait une crise politique. Vous savez ce que c'est une crise politique? C'est quand les petits ne peuvent plus vivre comme avant, mais quand les dominants ne peuvent plus dominer comme avant. Et ça, c'est resté. Maintenant, le pouvoir sort un débat, les Français répondent, par les forums, par Internet, par ce que vous voulez. Mais regardez comment la parole dite publique, mais qui est en réalité dominante, ne s'est jamais relevée de 2005. Jamais. Pas faute d'essayer. Et ils essayent comment? En étranglant, en enrégimentant, etc., etc. Et pourtant, ils n'y arrivent pas. Pas faute d'essayer. Voyez. Or, pourquoi? Parce que vous avez une déglaciation émotionnelle des populations. C'est-à-dire que vous avez un véritable fossé. Nicolas Sarkozy l'a amplifié, François Hollande l'a amplifié, Emmanuel Macron l'a incarné. Qu'Emmanuel Macron est né de ça. Emmanuel Macron, c'est le premier, et c'est pour ça que l'élite française l'aime tant, enfin la classe dominante, pardonnez-moi, française l'aime tant, c'est qu'il est le premier à leur dire « arrêtez de faire comme Chirac ». Il faut leur taper dessus. Le peuple est une bête fauve, il faut lui taper dessus. Et c'est pour ça, parce que les Français, la France n'est jamais rentrée dans son lit après 2005. C'est ça le plus grand legs du référendum. C'est-à-dire que la France est entrée dans une crise populiste, c'est-à-dire quelque chose qui ne tend pas à la révolution, mais qui tend à la révolte. Et qui tend à une autre chose, et qui ça est très française historiquement, qui est ce qu'on appelle les réfractaires. N'importe qui fera de la science administrative va comprendre ce que je vais vous dire. Vous avez remarqué que beaucoup des mesures que le pouvoir prend tombent en quenouille tout de suite? Vous savez pourquoi? Pour deux raisons. Un, le pouvoir n'a plus de pouvoir. Ils l'ont voulu, hein, Bruxelles. Hein. Donc leur pouvoir est dévitalisé. Cas typique, M. Emmanuel Macron dit oui, mais non, on ne va pas crever les paysans. Et Lula qui gueule derrière. Mais ta gueule, je gère avec la casque à pointe, je gère pas avec toi. T'es qui, toi? Vrai ou faux? Bon. Et aussi pour une autre raison. C'est qu'en microsociologie, des individus, quand ils en ont le sentiment et quand ils agissent sans se concerter, c'est exactement comme un banc de poissons. Les poissons ne se coordonnent pas, ils font juste le même mouvement. Eh bien, les Français sont réfractaires, c'est-à-dire que les ordres du pouvoir sont reçus sans enthousiasme, sans volonté, ça glisse. Ce n'est pas de l'opposition, c'est plutôt du renfrogné lent. Le problème, c'est que c'est terrible pour un système administratif quand les gens disent non. Vous savez, ça fait des ânes morts. Vous voyez, vous devez les... Vous n'arrivez plus à les bouger. Ça, c'est ce qui est arrivé pendant le Covid, par exemple. Très largement. C'est-à-dire que les ordres ont été passés, suivis, pas d'opposition franche, juste, vous voyez. Or, tout ça, c'est les legs, non pas de 2005 en lui-même, mais de la crise populiste qui s'est manifestée en 2005. Donc ça, si vous voulez, pour moi, c'est les vrais legs. C'est-à-dire que les Français, une part des Français conscientisés, a pris la mesure de la perversité de sa classe dominante. Et qu'une autre, sans le verbaliser outre mesure,
est dans un état d'énervement suffisant pour maintenir une colère de tous les instants. Nicolas Sarkozy, en trahissant cette parole populaire, n'a fait que radicaliser. Et aujourd'hui, le fossé est un véritable fossé qui va d'ailleurs s'amplifier au fur et à mesure que la dernière classe européenne va mourir, au fur et à mesure que les boomers vont disparaître. Autre legs, vous avez détruit les référendums, bien maintenant on détruit les élections. Nous enregistrons le lendemain de ce qui semble être une fraude massive en Roumanie. Eh bien, il est tout à fait normal que quand vous êtes habitué à faire des choses comme Lisbonne, eh bien tout devient négociable. Vous voyez, crise politique. Les petits ne peuvent plus vivre, les grands ne peuvent plus dominer. Ça n'a fait que s'enquister dans l'espace européen. Finalement, ces 20 années d'affrontements froids et qui en préfigurent d'autres, tout a commencé en 2005. C'est un legs énorme. C'est un changement de civilisation extraordinaire. 2005, en fait, c'est le premier... c'est l'événement fondateur du cri d'une partie de la population pour reprendre le contrôle. En fait. Exact. Et ça, l'élite française ne l'encaisse toujours pas. La seule chose, c'est qu'elle est à la recherche perpétuelle de l'homme qui leur garantira « Moi, je briserai la bête fauve ». Emmanuel Macron est pour l'instant le plus déviant, mais pour eux, c'est un critère de compétence, même s'il leur fait peur d'un côté. Là, le problème, c'est que faut en retrouver un mec qui a le bulbe dans cet état-là, faut quand même aller le chercher, quoi. Regardez le casting qui nous prépare, on est plutôt dans de l'affairiste moyen bon teint, même si Édouard Philippe a suivi Emmanuel Macron dans ses folies. Fantomas. Oui, mais voilà, le problème, c'est que l'élite croyait, d'ailleurs, rappelez-vous, un être révulsant, rampant, je ne me rappelle pas lequel c'est, peut-être M. Apathy, mais quelqu'un de ce type-là avait dit lors de l'élection d'Emmanuel Macron, « Nous avons effacé 2005 ». Et étonnant comme phrase, vous vous rappelez? Vous savez pourquoi? Parce que Emmanuel Macron, il avait dans son programme, pas de culture, la culture française n'existe pas, l'Europe, etc. Il avait dans son programme la fin de la France qui était c'est-à-dire, ça y est, les Français ont voté pour un mec qui voulait que la France meure. Bon, c'est que la France va mourir, enfin. Eh bien, toujours pas. Vous savez pourquoi? Parce que 2005 leur fout une telle trouille qu'il fallait un gris-gris pour le conjurer. Donc ils sont allés chercher le gris-gris de chez Madame Arthur. Voilà. Et là, ils en cherchent un autre. Voilà, alors que, objectivement, hein, ils n'ont qu'un seul truc à faire pour se sortir de cette situation. C'est refaire des référendums et acter des résultats. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils vivent d'un système démophobe. Et ils savent que quand ce système se fracturera, ils partiront avec, comme les eaux usées partent. Dernière question, qui est la question qu'on pose à tous nos invités, mais là je peux la tourner spécifiquement sur ça. À partir de ce legs et donc des marques, des stigmates en fait de 2005 des deux côtés, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la France alors je vous laisse mettre dans la temporalité 10, 20, 50? Si vous voulez, comme dirait l'autre, la meilleure prospective, c'est de prévoir des choses qui sont déjà passées. Objectivement, la France et derrière elle toute l'Europe de l'Ouest, si nous poursuivons les courbes, on est très très mal. Jusque-là, tout va bien. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, en effet, pour une partie de l'Europe de l'Ouest, ça va être très difficile. Mais je pense que la France a des forces de rappel gigantesques. Mais pour ça, il faut qu'elle arrive à reconscientiser son peuple. C'est-à-dire que
Le seul problème réel des Français, c'est qu'ils ne croient plus en eux-mêmes. Tant que cet état psychique durera, on s'enfoncera. Et une partie de l'Europe de l'Ouest va s'enfoncer avec nous, à la fois parce qu'ils ont les mêmes tares que nous, mais que pour une large partie, ils vivent à nos crochets. Donc nous, comme on va s'affaiblir, eux avec. Donc, moi je pense que la France ne peut s'en sortir aujourd'hui que par un choc extérieur qui entraînerait un bouleversement intérieur. Objectivement, le système en France a réussi à gagner par sa lourdeur pour l'instant. C'est-à-dire que Macron est devenu un étalon anthropologique pour l'élite française. C'est-à-dire que la dégénérescence macroniste a agi comme une métastase, exactement comme une métastase, et s'est infiltrée partout. C'est-à-dire que tout le monde est macronisable. Si vous voulez, un peu comme dans les années 80, dans la mode, tout le monde voulait faire du sous Jean-Paul Gaultier. Vous voyez ? Et là, ça a été pareil. Tout le monde veut être macronisable. Retailleau est un macroniste de droite, Glucksmann est un macroniste de gauche, d'autres veulent être des macronistes d'extrême gauche pour préparer la sortie du populisme Mélenchon, d'autres sont déjà devenus des macronistes d'extrême droite, et évidemment, le point de ralliement, c'est la question européenne. Or, dès que quelqu'un, comme disait Bismarck, quand on vous parle d'Europe, on vous ment, par nature. Donc, si vous voulez, ce qui est en train d'arriver, c'est malheureusement que le système étale sa lourdeur dans les pays qu'il tient encore, donc l'Europe de l'Ouest. Là, objectivement, parce que 2005 n'a fait que préluder d'autres crises de régime en Occident, d'autres remises en cause de la mondialisation heureuse. Le cas américain est passionnant à cet état-là, le Brexit est extraordinaire à cette aune-là, mais pire que ça, c'est qu'aujourd'hui l'avènement d'un autre monde va porter ces chocs extérieurs. Et vous comprenez que face à un monde qui a émergé contre la mondialisation heureuse, les BRICS+, que de l'autre côté des crises de régime qui se multiplient, Brexit, Trumpisme, eh bien que fait l'européisme? Il fait ce qu'il sait faire, il se raidit et doit tomber le masque de l'apparence démocratique. Aujourd'hui, c'est fait. Et ça va continuer. La chasse aux opposants continuera, tout ça va s'amplifier jusqu'au moment où le choc externe, peut-être d'ailleurs que l'Union européenne est allée le chercher comme on va chercher la mort en Ukraine ou ailleurs, jusqu'au moment où le choc externe apportera un tremblement interne. Je ne vois pas d'autre solution. La question de l'échéance est très compliquée. Parce que M. Stiermer n'annulera pas le Brexit, je pense qu'il n'en a plus les moyens déjà. Pas faute de l'avoir voulu. Les legs de Donald Trump seront pour certains d'entre eux déjà définitifs. Son recours au protectionnisme est une définanciarisation lente de l'Amérique. Donc si vous voulez, que vous le vouliez ou pas, et en réalité ce ne sont pas des actes isolés, ces actes vont se rallier au monde qui va triompher, qui est le monde des nations libres. On peut dire ce qu'on veut des BRICS, en termes de régime. Mais moi je suis français. Je ne juge que des États, pas des gouvernements. Et aujourd'hui, ce sont des nations combattantes, certes, mais libres, qui font le monde. L'Union européenne apparaît pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une démence sénile de peuples qu'elle accompagne gentiment vers la tombe. Je pense que ce monde-là est mort, que la France peut sortir de ses décombres, et que de toute façon, nous dirigeons gentiment vers la fin de la pièce. Car de toute manière, face à la Chine, face à la Russie, face à l'Indonésie, face d'ailleurs à la Nouvelle-Amérique, anthropologiquement, les Européens ont quoi à mettre?
Merz, Barrault, Van der Leyen, Guy Verhofstadt pour l'esthétique. Oui, donc si vous voulez, le monde va vers, le monde va vers quelque chose qui, comment dire, le monde va vers des royaumes combattants et nous on garde la famille Adams, quoi. Pourquoi pas? Mais il n'y aura que la fin de triste. Et je pense que ça craquera avant. Pierre-Yves Rougeron, merci. Merci à vous. Pour votre venue aujourd'hui. Si cette émission vous a plu, n'oubliez pas de visionner tous nos autres épisodes de Franc-Parler et nos autres formats, bien sûr, sur la chaîne. Je vous demande, si vous souhaitez vous soutenir, de vous abonner, de commenter et de partager cette vidéo. La chaîne est en pleine progression. Nous vous en remercions.